Les États-Unis d'Amérique viennent de vivre certaines des semaines les plus mouvementées de leur histoire et les événements qui se sont déroulés depuis l'élection du 3 novembre 2020 vont sans doute avoir des conséquences pendant des années entières. Nous avons eu l'occasion, tout au long de la période qui vient de s'écouler, de poser la question des fraudes électorales, de poser la question des scénarios politiques qui allaient se dérouler. Nous avions amplement commenté la journée du 6 janvier et nous avons constaté parmi les deux scénarios que j'avais élaborés, celui où Donald Trump réussissait à faire valoir la réalité de son score électoral et celui où il n'avait pas le temps de le faire dans la période impartie par la Constitution, eh bien, nous sommes entrés dans ce deuxième scénario, celui où Joe Biden est entré à la Maison-Blanche. Je continue à penser pour ma part comme historien et comme posant les jalons pour l'histoire de cette période qu'il y est entré par effraction. Petit à petit, la vérité se fera, on saura ce qui s'est vraiment passé et je n'exclus pas que Joe Biden doive quitter la Maison-Blanche comme Nixon l'avait fait, avec sans doute des révélations beaucoup plus importantes encore que ce qui s'était passé en 1974. Alors, je voudrais aujourd'hui continuer à réfléchir avec vous en historien et je voudrais commencer, puisque Donald Trump appartient maintenant à l'histoire, je voudrais commencer à acquérir avec vous un peu de sérénité. Finalement, le plus caractéristique de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est qu'on n'a jamais pris le temps d'évaluer l'action de Donald Trump pour ce qu'elle était. Et donc aujourd'hui, je vais faire un premier essai d'évaluation de ce qu'il a été comme président des États-Unis d'Amérique pendant un mandat de 4 ans très dense. La première chose que je voudrais souligner en partant, c'est ce paradoxe, puisque vous avez entendu le déchaînement des médias, les jugements extrêmement sévères après les événements du Capitole. Eh bien, dans le sondage le plus fiable qui a mesuré jour après jour depuis qu'il était entré à la Maison-Blanche jusqu'à hier, quel était le taux d'approbation par les Américains de l'action de Donald Trump, eh bien, nous avons pu constater qu'après le 6 janvier, sa cote de popularité a doucement monté de 46% d'approbation de son action à 51% la veille de l'investiture de Joe Biden. Finalement, Donald Trump n'aura pas manqué d'humour. Il finit sur un pied de nez au système politique américain en ayant eu une majorité d'Américains à approuver son action lorsqu'il quitte la Maison-Blanche. Mais finalement, ça nous dit quelque chose de sans doute plus important. Et je vais y revenir tout au long de l'analyse, c'est que ce qui caractérise Donald Trump et ce qui l'oppose avec le reste du système politique, c'est que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il avait annoncé. Et c'est vrai que nous savons que malheureusement, c'est très rare dans la classe politique des grands pays démocratiques. Alors, vous vous rappelez qu'il avait lancé sa campagne en annonçant qu'il limiterait autant que possible l'immigration illégale et qu'il construirait un mur à la frontière mexicaine pour empêcher cette immigration illégale. Effectivement, il a largement accompli cette promesse puisque le mur a été construit sur plusieurs centaines de kilomètres et qu'on a observé une chute de l'immigration illégale de pratiquement 90%. Cela faisait partie d'un programme plus vaste qui consistait, disait Donald Trump, à non seulement rendre l'Amérique à nouveau grande, mais surtout mettre les préoccupations des États-Unis et des Américains au premier plan de la politique. Et je voudrais là insister sur le lien qu'il y a dans l'ensemble de son action. Par exemple,
sait-on que Donald Trump a empêché une institution très célèbre aux États-Unis qui avait été fondée sous Roosevelt pour relancer l'économie américaine pendant la crise, à savoir la Tennessee Valley Authority. Il l'a forcé à ne pas licencier des ouvriers américains pour recruter à leur place des ouvriers immigrés. C'était la priorité donnée à l'emploi américain. Et l'on peut dire que de ce point de vue-là, Donald Trump a largement tenu ses promesses puisqu'il a en particulier réussi à faire recréer, il a créé une situation économique où il a été possible de faire revenir 1500 milliards de dollars en capitaux pour les investir de l'étranger, pour les investir dans l'industrie américaine et pour créer plus d'1 million d'emplois industriels dans l'industrie et dans le secteur énergétique en particulier. C'était une des grandes promesses de campagne. Elle a été obtenue grâce à des facteurs attractifs pour l'investissement, comme la baisse des impôts, mais aussi, comme nous le savons, grâce à la renégociation de grands traités de libre-échange, refus d'aller jusqu'au bout de la démarche pour le traité concernant le Pacifique, les relations commerciales à travers l'océan Pacifique, renégociation de l'accord commercial interaméricain, négociation très favorable aux agriculteurs américains vis-à-vis d'un certain nombre de zones dans le monde, en Amérique latine, dans l'Union européenne, en Chine ou ailleurs en Extrême-Orient. Et donc là aussi, Donald Trump a tenu les promesses qu'il avait faites. Il a aussi, c'est bien sûr un choix qui est critiqué du point de vue de l'environnement, mais il a aussi fait en sorte qu'en exploitant mieux le gaz de schiste, en exploitant mieux les hydrocarbures, les États-Unis retrouvent une indépendance énergétique et même redeviennent le premier producteur au monde d'hydrocarbures et de gaz naturel. Mais il faut aussitôt ajouter, si l'on veut être équitable, que c'est sous le mandat de Donald Trump que l'on a investi le plus jusqu'à maintenant dans les énergies renouvelables, beaucoup plus que pendant les 8 ans de Barack Obama. Donc le tableau est forcément plus complexe que ce qu'on dit. L'idée de mettre les États-Unis en premier, de mettre l'Amérique d'abord, eh bien c'est aussi ce qui a conduit Donald Trump à réinvestir massivement dans le budget militaire. Le budget de la défense pour l'année 2021 sera de 738 milliards de dollars. C'est simplement pour avoir un point de repère dans les années Clinton et même Bush, on était plutôt aux alentours de 450 ou 500 milliards. C'est donc un effort considérable qui a été fait pour les forces armées américaines. Et le paradoxe, c'est que ça n'a pas été mis en place pour faire la guerre, puisque les opérations militaires lancées par Donald Trump ont été extrêmement limitées, extrêmement ciblées. Une courte série de frappes en Syrie, l'opération déclenchée pour éliminer le chef militaire iranien Soleimani, c'est très très peu pour un président dont on disait qu'il ne tenait pas ses nerfs. Et même, c'est le grand paradoxe, c'est le fait que Donald Trump n'aura déclenché aucune guerre nouvelle, n'aura lancé les États-Unis dans aucun conflit nouveau, à la différence de tous ses prédécesseurs depuis de longues années, depuis au moins John Kennedy. Donc on a là le grand paradoxe de la réputation exécrable d'un président qui pourtant est le plus pacifique de l'histoire américaine depuis des années. Pacifique, il l'a été aussi en retirant progressivement l'essentiel des troupes d'Afghanistan et d'Irak et parallèlement en signant des accords de paix, en favorisant la signature entre Israël
Bahreïn, les Émirats arabes unis et d'autres pays arabes, en constituant un climat diplomatique beaucoup plus favorable. Alors, certains lui reprochent d'avoir eu une politique outrageusement pro-israélienne, disent-ils. Pourquoi avoir déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem? Eh bien, là aussi, c'est caractéristique de Donald Trump. Ce que ses prédécesseurs avaient eu des velléités de faire ou ce qu'ils avaient annoncé, il l'a fait lui-même, il est passé à l'acte. C'est le même Donald Trump qui avait annoncé qu'il aurait un rééquilibrage, qu'il mettrait en place un rééquilibrage de la relation avec la Chine. C'est bien sûr le rééquilibrage des forces armées américaines, c'est surtout la renégociation des traités commerciaux, par exemple le fait d'avoir obligé les Chinois à acheter 200 milliards de produits américains de plus de par la renégociation des traités commerciaux. Ce sont bien sûr énormément d'initiatives contre la contrefaçon, contre des entreprises chinoises tentant des prises d'intérêts illégaux sur le territoire américain, contre la corruption mise en place par la Chine pour essayer de s'emparer d'un certain nombre d'atouts américains. On a donc le paradoxe d'une politique étrangère tout à fait pacifique, fondée sur le commerce, fondée sur la renégociation et sur l'art de la négociation, et même vis-à-vis de l'Union européenne, renégociation commerciale, mais aussi renégociation très dure, et nous n'aimons pas beaucoup en parler. C'est sans doute pour cela que nos dirigeants n'ont pas porté Donald Trump dans leur cœur. De fait, Donald Trump a obligé l'ensemble des pays de l'OTAN à cotiser plus quand ils n'atteignaient pas les 2% du PIB en termes de dépenses de défense. Alors, contenir l'immigration, America First, et il y a le troisième pilier du programme de Donald Trump, c'était We the People, nous, le peuple des États-Unis. C'était ce qu'on appelait le programme populiste. Alors, lorsque l'on parle de populisme, je crois qu'il faudrait regarder de plus près de quoi il s'est agi, puisque l'essentiel a été d'essayer de faire diminuer les inégalités sociales et les tensions très fortes que la mondialisation faisait peser sur la société américaine. Il faudra bien que les historiens reconnaissent, qu'ils soulignent que sous Donald Trump, le salaire médian a augmenté beaucoup plus que pendant les années Obama. Il faudra bien que les historiens se fassent à l'idée que la part de salaire dans le revenu national des 1% les plus riches a légèrement baissé sous Donald Trump, que le dernier quintile de la population la plus pauvre a effectivement diminué en effectif, passant de 10% à 9% de la population. C'était le début d'une politique qui est avant tout une politique de reconstitution de la classe moyenne, et c'est pour cela que le terme de populisme est sans doute à affiner. Donald Trump s'est efforcé de renforcer la classe moyenne. Il l'a fait par une réforme fiscale, par une baisse des impôts, une baisse de l'impôt sur le revenu qui a en particulier aidé tous les revenus typiques des classes moyennes entre 70 000 $ et 200 000 $ annuels, une fiscalité très favorable aux familles, en particulier pour aider à la naissance d'un deuxième enfant, la création de zones dites zones opportunity zones permettant des investissements de long terme défiscalisés aux entreprises. On a eu un résultat tout à fait spectaculaire, la création de 7 millions d'emplois entre janvier 2017 et janvier 2020. Et ce qui est peut-être le plus extraordinaire et qui a été très peu répercuté par nos médias, c'est le redémarrage absolument extraordinaire de l'emploi après la crise du Covid, puisque le chômage était passé de 3,5% de la population active à 14,5% et qu'il est redescendu à 6% environ au moment de l'élection
présidentielle américaine. Dans la volonté de reconstituer une cohésion sociale, Donald Trump a fait aussi un effort considérable en faveur de ceux qu'on appelle les vétérans, les anciens soldats de l'armée américaine. Il a fait diminuer le chômage parmi eux, le taux de pauvreté aussi. Il a fait prendre en charge leurs soins médicaux quand ils étaient grands invalides de guerre et il a aussi augmenté les revenus des femmes de vétérans par un certain nombre de dispositions législatives. Autre mesure qu'on pourrait citer à l'appui d'une politique sociale, c'est l'effort fait pendant la crise du Covid pour imposer à l'industrie pharmaceutique une baisse du prix des médicaments. Alors, quand on regarde tout cela, on se dit qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant par rapport à la description médiatique finalement peu fournie, très incantatoire, consistant à répéter que Donald Trump est un affreux, que Donald Trump est un fasciste, que Donald Trump est ce que vous voulez. Donald Trump a eu cette lucidité de comprendre que le conflit majeur n'était pas, comme le croient les démocrates, un conflit fondé sur des critères ethniques ou d'intégration des minorités, mais un conflit social. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en mettant l'effort sur la fiscalité, il a en particulier considérablement aidé à la montée du revenu médian chez les minorités qui intéressent tant les démocrates en parole, à savoir les Noirs, les Hispaniques. Savez-vous aussi que le salaire médian des femmes américaines, alors qu'on dit Donald Trump c'est misogyne, a grimpé pendant son quadriennat? Alors, je veux bien qu'on dise populisme le concernant, mais à condition de voir que c'était surtout l'idée de reconstitution de classe moyenne. Ça n'était que le début. Et il faut espérer que le nouveau président ne cassera pas trop de ce qui a été fait par Donald Trump. En tout cas, on a là un programme qu'il serait sans doute plus exact de décrire comme un programme républicain conservateur et qui effectivement a pour objectif, pour soutenir la démocratie, de reconstituer un tissu de classe moyenne. Alors, c'est une autre caractéristique de l'action de Donald Trump, c'est le fait d'avoir eu une politique en faveur des objectifs traditionnels des conservateurs américains. On peut dire sans se tromper que c'est véritablement le président américain, et ça c'était sans doute inattendu, le président américain qui a fait le plus pour le courant de la vie politique américaine que l'on appelle pro-life, pro-vie, ce courant qui est très enraciné dans les valeurs chrétiennes, qui est bien sûr hostile à l'avortement, mais pas seulement, qui promeut la famille, qui promeut l'effort en faveur de l'enfance, de la scolarisation diversifiée, par exemple en faveur de l'école à la maison, et qui aussi se préoccupe de défendre les intérêts des chrétiens, quelquefois devenus minoritaires dans beaucoup de sociétés et persécutés à travers le monde. Eh bien, le paradoxe, c'est que Donald Trump, dans ce domaine-là, a fait encore beaucoup plus que Ronald Reagan, qui était la figure de proue, qui est le grand héros du mouvement pro-vie avant Donald Trump. Et il faut insister sur le fait que ça n'est pas Mike Pence qui était derrière ça. Oui, Mike Pence a été un bon exécutant de cette politique, mais c'est Donald Trump. Alors, effectivement, on pourrait même, paradoxalement, mettre la préoccupation d'une politique conservatrice en faveur de l'environnement, une politique qui prend en compte le besoin de développement des énergies durables, le besoin de développement des parcs et réserves naturelles, qui fait en sorte que les ressources maritimes américaines au large des côtes américaines ne soient pas pillées, qu'elles soient défendues et renouvelées, eh bien, tout cela fait partie d'une politique conservatrice qui vient compléter le tableau que je venais de tracer auparavant. Je crois qu'effectivement, nous sommes, en l'occurrence, sur quelque chose de tout à fait évident.
c'est que le grand paradoxe de Donald Trump, quel qu'ait pu être le discours médiatique, c'est que non seulement c'est un président qui a fait ce qu'il avait annoncé, mais qui également a obtenu 12 millions de voix de plus comme président sortant que ce qu'il avait fait lors de la première élection, lors de sa première élection en 2016. Alors, je voudrais finir sur quelque chose qui va vous paraître paradoxal, mais je crois qu'au fond, Donald Trump a été tout à fait cohérent ces dernières semaines, y compris dans la manière dont il a accepté de sortir. Je sais, pour avoir suivi les débats, les réactions aussi nombreuses, et je vous en remercie, à ma chaîne YouTube ou bien à mes fils de messages sur Twitter ou à ma chaîne Telegram. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient espéré qu'il y aurait le grand geste fracassant, qu'il y aurait la déclaration d'un état d'urgence pour faire imposer ce qui était fondé dans les faits, c'est-à-dire imposer finalement le respect du vote du peuple américain. Et pourtant, Donald Trump ne l'a pas fait. Alors, il ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. La première, c'était qu'il y avait une hostilité profonde du système, et en particulier, on a vu ce qui s'est passé avec la censure de son compte Twitter, de ses comptes sur les réseaux sociaux. Il n'était sans doute pas sûr de la loyauté du haut commandement militaire, qui voulait rester absolument neutre dans un conflit de ce type. Il avait certainement une partie du monde du renseignement contre lui. Il y a eu peu de zèle au ministère de la Justice, peu de zèle au FBI pour faire arrêter des gens qui avaient évidemment été des investigateurs des fraudes. Mais je crois que le plus profond, il faut le voir dans le fait que devant ce tableau où effectivement une partie des élites républicaines et une partie du système de l'appareil d'État n'étaient pas disposés à faire reconnaître d'emblée ce qu'avait été la réalité du vote, Donald Trump a fait un choix qui est celui de éviter la surenchère, l'escalade qui pourrait mener à la guerre civile. Parce qu'effectivement, le sentiment qu'on a eu dans les 2 derniers mois, c'est que les démocrates, au fond, préféraient la guerre civile à l'arrivée de Trump pour un 2e mandat à la Maison-Blanche. À partir de là, pour être totalement cohérent avec lui-même, Donald Trump a décidé qu'il pratiquerait la désescalade, qu'il éviterait de pratiquer la surenchère, qu'il y avait un bien le plus précieux, qu'il y avait le bien le plus précieux à sauver, c'était celui de l'état de droit, de la démocratie américaine. C'est en montrant qu'il tenait plus à la démocratie qu'au pouvoir que Donald Trump laisse une chance à la vérité de se faire un jour sur les fraudes, laisse une chance à l'état de droit de se ressaisir, laisse une chance à tous ceux qui hantent les allées du pouvoir à Washington de continuer ce qu'il a commencé pour drainer le marais de la corruption, selon l'expression que Donald Trump affectionne. Et je crois qu'effectivement, c'est paradoxalement son plus grand legs aux États-Unis, c'est de ne pas avoir joué la politique du pire. C'est quelque chose de tout à fait remarquable, et c'est sans doute pour lui, c'était sans doute pour lui beaucoup plus difficile à accepter d'accomplir que tout ce qu'il a entrepris pour réaliser son programme politique. Pour finir, j'insisterai sur le grand échec devant lequel nous nous trouvons. En 1989, nous avions vécu d'un immense espoir de victoire à travers le monde, de la démocratie, d'une diminution de la violence. Et là, ce à quoi nous venons d'assister depuis 4 ans, pendant tout le mandat de Donald Trump, c'est l'incapacité du camp qui a perdu à accepter la défaite et à reconnaître que la démocratie, c'est le jeu de l'alternance. Eh bien, quelle prodigieuse leçon laissée par Donald Trump, alors même qu'il est convaincu qu'il n'a pas perdu, qu'il a gagné, alors même qu'il a suffisamment d'éléments pour prouver, à condition qu'on veuille bien l'entendre, que l'élection lui était favorable. Il a préféré finalement reconnaître son adversaire plutôt que de mettre en danger la démocratie américaine. Le problème est loin d'être résolu, puisque, comme je le disais en commençant,
son soutien reste très fort dans une partie de la population américaine et surtout Biden est vu par au moins 80% des 74 millions d'électeurs qui ont voté Donald Trump est vu comme un président dénué de toute légitimité. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire que nous aurons à suivre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci en tout cas à tous ceux qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de faire connaître la chaîne, de la faire connaître à d'autres, de diffuser mes vidéos, de cliquer sur la petite cloche aussi pour avoir des notifications. J'ai été comme vous tous inquiet au moment de la censure par Twitter, Facebook, YouTube et les autres d'un certain nombre de comptes, dont celui du président Trump il y a quelques jours. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne Telegram. Vous pouvez la retrouver sur Telegram, vous pouvez me retrouver sous Édouard Husson 2020. J'aurai certainement dans les semaines qui viennent à vous communiquer d'autres façons d'échanger des informations. En tout cas, merci pour tous les messages. Je m'efforce d'y répondre. Je m'efforce d'en tenir compte et de répondre à vos questions lors des vidéos ultérieures. Et dans tous les cas, continuons à nous battre pour la démocratie et pour la vérité.